C'est trop dur. Je peux mettre de mes mouvements et ça m'énerve. Tu peux pas te lever sans avoir mal. Tu peux pas manger sans avoir mal. Tu peux pas t'asseoir sans avoir mal. Tu peux rien faire sans avoir mal. I'm here to tell you, if you think you want a BBL, no you don't. This is the worst pain of my life. I've been leaking blood and pus for 5 days. Imaginez une opération de chirurgie esthétique si prisée que des milliers de femmes y succombent chaque année malgré un danger de mort bien réel. Une procédure glamourisée par des stars de la télé-réalité et des clips de rap mais qui peut conduire en réanimation voire bien pire. Bienvenue dans le monde du BBL alias le Brazilian Butt Lift où l'obsession d'un fessier bien rebondi atteint son paroxysme. En scrollant sur mon téléphone, je me suis vraiment posé une question. Pourquoi tout le monde veut faire une BBL? Bien évidemment, quand je dis tout le monde, faut doser, mais c'est une question qu'on va approfondir dans cette vidéo. Commençons par le commencement déjà. Que signifie BBL? L'acronyme vient de Brazilian Butt Lift, en français lifting brésilien des fesses. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, il ne s'agit pas d'un simple rehaussement par lifting cutané, mais d'une véritable augmentation du volume fessier par transfert de graisse autologue. Pour vulgariser tout ça, on va prélever de la graisse sur ton propre corps, puis injecter cette même graisse dans ton fessier pour remodeler tout ça. Concrètement, la procédure se déroule en 2 étapes. D'abord, le chirurgien réalise une liposuction pour aspirer la graisse dans les zones où il y en a en surplus, soit typiquement l'abdomen ou les cuisses. La graisse prélevée va ensuite être traitée, puis vient la seconde étape, la réinjection de cette graisse dans tes fesses. À l'aide de canules, le praticien injecte la graisse dans différents points des fesses pour créer du volume et sculpter une forme plus arrondie. L'avantage, c'est qu'en théorie, on utilise la graisse de la patiente. Donc pas de prothèse en silicone, pas de rejet. Du moins sur le papier parce que la matière est biocompatible. Sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, tu t'en doutes bien que nombreuses sont les influenceuses qui affichent quotidiennement leur beau popotin bien galbé. Mais derrière ces photos affichant des courbes parfaites se cache une réalité bien plus sombre. On va parler français, le BBL comporte de nombreux risques. Déjà, il s'agit d'une chirurgie lourde et les statistiques ont tiré la sonnette d'alarme depuis quelques années. En 2018, le Brazilian Butt Lift a été identifié comme l'opération de chirurgie esthétique ayant le taux de mortalité le plus élevé au monde. Les chiffres de la Société américaine des chirurgiens plastiques indiquaient alors qu'environ 1 personne sur 3000 en mourait des suites de l'opération. Ce ratio glaçant surpasse n'importe quelle autre procédure de chirurgie esthétique. Mais comment expliquer qu'une simple greffe de graisse dans les fessiers puisse tuer? Eh bien, le principal danger mortel du BBL, identifié par les médecins, c'est l'embolie pulmonaire graisseuse. En fait, si la graisse est injectée trop profondément et pénètre les gros vaisseaux sanguins du muscle fessier, des particules de graisse peuvent se retrouver dans la circulation sanguine et bloquer les artères pulmonaires. Si vous injectez de la graisse dans le muscle fessier où circulent de grosses veines, cette graisse peut filer droit vers le cœur et les poumons et vous tuer très rapidement, explique le docteur Thomas Su, chirurgien esthétique en Floride. Ça fait froid dans le dos. En Floride, l'année 2021 a été la plus meurtrière avec un nombre record de décès liés au BBL malgré de nouvelles règles mises en place. Une étude parue en 2023 a recensé 25 femmes décédées de complications d'un BBL rien qu'en Floride depuis 2010. Parmi ces décès, il est important de dire que 92% ont eu lieu dans des cliniques bon marché à haut volume opératoire, c'est-à-dire souvent dans des cliniques qui sont installées dans des centres commerciaux. Alors oui, je savais pas que ça existait, où les praticiens vont enchaîner les BBL pendant la même journée. Et ce chiffre de 92% en dit long puisque ce sont principalement les établissements low cost qui concentrent la quasi-totalité de ces drames. Ces usines à BBL multiplient les opérations chaque jour, parfois avec des chirurgiens moins bien formés ou épuisés, ce qui augmente clairement le risque d'une erreur fatale. Pour vous la faire courte, l'opération de BBL dans certaines parties du monde s'est réellement transformée en un business. Au cours de ces dernières années, on a réellement assisté à une recrudescence des BBL. Je trouve ça vraiment triste que le corps, plus souvent de la femme, soit tout le temps sujet à de nouvelles trends. Là, par exemple, en ce moment, c'est plus vraiment la trend des BBL. Les gros fessiers, c'est plus du tout à la mode. Maintenant, c'est le skinny talk. Outre l'embolie pulmonaire, d'autres risques entourent le BBL. Comme toute autre chirurgie, en effet, il y a des complications liées à l'anesthésie, au saignement, aux caillots sanguins, mais le BBL se distingue aussi par un risque infectieux accru. Pour cause, on multiplie les zones d'incision, ce qui fait autant de portes d'entrée potentielles pour les bactéries. Surtout, comme dit précédemment,
notamment, beaucoup de patientes voyagent à l'étranger pour des BBL à prix réduit, parfois dans des conditions sanitaires plutôt discutables, on va pas se le cacher. Le séjour à l'hôpital à l'étranger est donc écourté par économie, les suivis post-opératoires moins rigoureux et certaines se retrouvent à prendre l'avion très tôt après l'intervention, augmentant donc les risques de complications non détectées à temps. De façon générale, le coût d'un BBL peut dépasser les 10 000 €, voire même beaucoup plus. Ce prix qui est assez élevé, hein, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de dépenser 10K pour avoir des fesses rebondies, va forcément de façon indirecte pousser de nombreuses femmes à se diriger vers des options low cost dans des cliniques un peu lugubres au fin fond de je ne sais où, quitte à mettre leur santé en péril. Cette question de classe sociale dans l'esthétique est bel et bien réelle. Pour ressembler à des stars richissimes telles que Kim Kardashian qu'on a évoqué au préalable, des jeunes femmes, aux moyens donc limités, prennent le risque de cliniques à bas coût. Des cas d'injection illégale avec des substances non homologuées, parfois de simple silicone industriel ou même de l'huile de cuisson, oui tu m'as bien entendu, ont également fait la une, notamment aux États-Unis où des pseudo-infirmières organisaient des pumping parties. Enfin, mis à part l'embolie pulmonaire ou encore les infections, il faut absolument signaler un dernier risque. Ton BBL peut être complètement raté. Donc tu te retrouves à avoir payé des milliers d'euros pour ressembler à ça. En fait, un surdosage de graisse peut aboutir à des fesses complètement difformes, beaucoup trop volumineuses ou irrégulières. Il y a beaucoup de patientes qui se retrouvent avec des lumps, c'est-à-dire des mottes de graisse qui sont clairement mal réparties. Ça fait des espèces de trous, c'est pas très esthétique, surtout quand tu payes un bras pour ça. Encore pire, il y a des cas de nécrose, où la graisse injectée ne prend pas, meurt, et se transforme en tissu super dur, voire même en kyste. Ce qui nous amène donc à la question centrale de cette vidéo. Pourquoi donc un engouement pareil, malgré de tels risques? Pour comprendre, on va remonter un peu dans l'histoire. J'adore faire des petits points historiques dans mes vidéos. D'où vient cet attrait envers les fesses rebondies? Le célèbre sexologue Alfred Kinsey avançait même que les fesses sont le principal site de présentation sexuelle chez les primates. C'est dire si le postérieur a clairement un rôle dans le jeu de séduction animale et humaine. On pense notamment aux singes qui vont exhiber leur croupe en période de reproduction. Les petits coquins. Si on remonte maintenant à la préhistoire, on trouve des traces sans équivoque de la valorisation des formes fessières. La preuve la plus fameuse est la Vénus de Willendorf, une statuette datée d'environ 25 000 ans avant notre ère. Cette figurine de fertilité représente une femme aux formes extrêmement généreuses avec des fesses, hanches et seins hypertrophiés. Mais ce n'est pas tout, puisque dans l'Antiquité, les fesses rebondies étaient aussi valorisées. Une statue romaine célèbre, la Vénus Callipygos, montre une femme drapée soulevant son vêtement pour dévoiler son postérieur rebondi, témoignage que cette partie du corps était également considérée comme érotique et esthétique. On pourrait aussi bien évidemment citer le 19e et le 20e siècle où les femmes de la haute société portaient des tournures ou bustle en anglais. Ces coussins et armatures glissés sous la robe à l'arrière, destinés à accentuer artificiellement la rondeur et le volume des fesses. C'était la mode des derrières proéminents, la silhouette en S de l'époque victorienne, avec buste penché en avant et fesses proéminentes en arrière grâce à la tournure. En bref, un BBL version textile était déjà pratiqué il y a 150 ans. Est-ce que c'est pas incroyable? Comme quoi la quête de fesses imposantes n'est pas du tout une invention du 21e siècle, loin de là. Mais il faut aussi parler d'un chapitre beaucoup plus sombre de l'histoire, l'exploitation coloniale et raciste de l'image des fesses des femmes noires. Au 19e siècle en Europe, on a malheureusement sexualisé et instrumentalisé le corps des femmes d'Afrique, présentant une stéatopigie, soit un développement extrêmement prononcé des fesses. Le cas le plus tristement célèbre est celui de Saartjie Baartman, surnommée la Vénus Hottentote. Cette jeune femme, à la fin des années 1810, a été exhibée comme un phénomène de foire en Angleterre et en France à cause de ses fesses protubérantes. Placée dans une cage presque nue aux yeux d'un public clairement voyeur, elle symbolisait aux yeux des Européens une sorte de curiosité de la nature. Elle est décédée à 25 ans et son corps a même été disséqué puis exposé au musée de l'Homme jusqu'en 1974. Son calvaire incarne la manière dont le fessier féminin, en particulier celui des femmes noires, a été fétichisé et déshumanisé par le regard colonial. Heureusement, au fil du XXe siècle, les choses ont évolué. Après la Seconde Guerre mondiale, les canons de beauté occidentaux se sont focalisés ailleurs. On valorisait plutôt la poitrine dans les années 1950, époque des pin-up voluptueuses à la Marilyn Monroe, puis la minceur androgyne dans les années 60-70.
70, l'époque des Twiggy. Les fesses n'étaient pas vraiment au centre des débats esthétiques dans les médias occidentaux du XXe siècle, parfois même on les voulait plutôt discrètes, avec les fameuses silhouettes longilignes des mannequins jusqu'aux années 90. Pourtant, dans d'autres cultures, les fesses voluptueuses ont toujours gardé leur lettre de noblesse. Dans beaucoup de pays d'Afrique, dans les Caraïbes ou au Brésil, un postérieur généreux est depuis longtemps un critère de beauté majeur. On peut donc dire que la culture afro et latine a un peu depuis toujours célébré les formes, les corps en chair et les fessiers rebondis, là où la culture occidentale blanche les avait un temps relégués au second plan. Mais ce qui s'est passé au début du XXIe siècle, c'est réellement une mondialisation des standards de beauté et surtout un choc des esthétiques avec l'essor d'Internet et les médias de masse. En effet, les années 2010 ont vu une véritable explosion de l'idéal big body dans la culture mainstream portée par des célébrités planétaires. Difficile de ne pas citer Kim Kardashian, figure emblématique du phénomène. En 2014, Kim fait la couverture du magazine Paper avec pour titre Break the Internet. On la voit de profil, équilibrant une coupe de champagne sur son postérieur hors norme. L'image va devenir rapidement virale, si virale qu'à la suite de cette couverture, des milliers de femmes vont débarquer, toquer à la porte de chirurgiens en montrant pour modèle Kim Kardashian et en disant « Je veux le même popotin ». Dans leur sillage, t'auras évidemment de nombreuses rappeuses. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que de base, on adore parler de rap ici et c'est clair que les rappeuses qui sont à leur prime de nos jours, comme Nicki Minaj, Cardi B ou encore Latto, sont toutes passées sous le bistouri et ont eu recours à des BBL. Mais ce n'est pas tout. Les ventes de compléments alimentaires ou crèmes supposées grossir les fesses explosent en ligne, pourtant la plupart n'ayant littéralement aucune efficacité qui a été prouvée. Dites-vous qu'il y a même des adolescents, je dirais même des gosses qui ont 14-15 ans, qui font la promotion de cures pour grossir leurs fesses et leurs seins. 14 ans. Alors, on va pas trop s'attarder sur le sujet parce que cette semaine, vendredi, je vais sortir une vidéo enquête dédiée sur une marque de gélules dont toutes les influenceuses sur TikTok font la promotion en ce moment. Je trouve ça juste révoltant de faire de la promotion sur des produits qui sont dangereux pour la santé et avec des communautés aussi grosses et aussi jeunes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à rester à l'affût. La vidéo va être incroyable, vous verrez. Il suffit de faire un tour sur Instagram ou TikTok pour constater que le gros fessier rebondi est devenu un passage quasi obligé de la silhouette sexy moderne. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et pourquoi les jeunes femmes et surtout les adolescentes sont-elles particulièrement touchées par cette obsession? C'est qu'il y a un effet de normalisation par surexposition médiatique. Je vais m'expliquer. Comme on l'a vu, les célébrités et influenceuses à gros derrière sont partout. Clips musicaux, télé-réalités, posts sponsorisés de marques de vêtements, etc. On est matraqué à longueur de journée d'images de corps féminins au ratio extrême, avec des tailles très fines et des hanches très larges. L'idée qui me vient en tête tout de suite, c'est Toutatis ou encore Gracie Bone. Ces deux femmes cumulant des millions d'abonnés sur les plateformes, donc tu t'en doutes bien qu'elles exercent par la même occasion une influence sur leur communauté respective qui est non négligeable. À force de voir les mêmes photos, les mêmes morphologies, que tu le veuilles ou non, de façon complètement implicite, le cerveau va finir par s'accoutumer et considérer tout cela comme une norme. Une adolescente qui scrolle son feed chaque jour et qui ne voit que des filles avec des fesses galbées peut donc rapidement développer un complexe si son propre corps ne correspond pas à ce standard pourtant artificiel. C'est donc pourquoi les réseaux sociaux jouent un rôle central. Les filtres, les retouches facilitent la diffusion d'images trompeuses. T'as des meufs de 20 ans à peine qui ont un corps qui n'a même pas fini sa transformation. Au fur et à mesure que tu vieillis, crois-moi ma sœur que ton corps ne va pas rester le même. T'as des kilos qui vont apparaître de nulle part, tu vas voir flou. Et attachez-vous bien, selon des données internationales, la plupart des patientes qui ont recours à un BBL ont entre 20 ans et 40 ans. 20 ans, c'est une dinguerie. Donc ce sont bien souvent des femmes qui sont super jeunes, qui sont prêtes à mettre leur santé en péril pour correspondre à des canons de beauté qui sont complètement illusoires et qui vont changer littéralement la semaine d'après. C'est triste, mais c'est la réalité des choses. Mais ce qui motive aussi beaucoup de femmes à sauter le pas, c'est le fait que on ait l'impression que tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, qu'est-ce que je risque finalement? L'effet de mode qui a été créé donc par les réseaux sociaux, cet effet de masse, va entraîner une banalisation totale de ce geste chirurgical qui est pourtant super dangereux. Je le rappelle et je vais vraiment l'écrire en gros, je vais même le tatouer ici pour que vous l'imprimiez bien. Le BBL, c'est l'opération de chirurgie esthétique la plus mortelle
au monde, la plus dangereuse. C'est pas des lol, c'est pas une petite injection d'acide hyaluronique pour éliminer les pas de doigts. Non, 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 tu risques de mourir si tu fais un BBL. Mais lorsqu'une intervention devient un hashtag tendance et que des influenceuses en parlent comme si on parlerait d'une nouvelle coloration de cheveux, d'une nouvelle paire de chaussures, ça dédramatise complètement le fait de se faire opérer et mettre de côté l'aspect mortel de cette procédure. Un autre moteur puissant, c'est clairement la quête de validation sociale dans l'économie des likes sur les réseaux sociaux. Parce que si tu fais un tour sur Instagram, perso, moi je l'ai désactivé, God bless, tu vois très bien. Une femme qui a des gros seins, des grosses fesses, une taille marquée, va clairement attiser plus de likes qu'une meuf qui est plate. Certaines en font même un business via les plateformes type OnlyFans où l'apparence hypersexualisée est monétisée. Mais la portée de cette obsession pour un gros fessier va au-delà de l'esthétique. Elle touche clairement à l'estime de soi et à la santé mentale. Puisqu'aujourd'hui, tu te retrouves à voir des gosses, encore une fois de 14, 15 ans, voire même beaucoup plus jeunes, qui se mettent à fantasmer sur le fait d'avoir des grosses fesses. Et à s'imaginer déjà le jour où elles pourront enfin s'offrir une BBL. On parle désormais de dysmorphophobie Instagram, c'est-à-dire un trouble de l'image de soi alimenté par les filtres et les standards en ligne. Le BBL apparaît alors comme la solution chirurgicale à cette dysmorphophobie précise. On opère non pas une malformation, mais un mal-être induit par la comparaison sociale. Comme dit précédemment, le BBL a son lot de dangers. L'exemple qui me vient en tête, c'est l'influenceuse et candidate de télé-réalité Luna Sky qui a partagé toutes les galères qu'elle a eues avec son BBL. Elle a littéralement failli crever. En fait, elle était atteinte d'un staphylocoque doré super résistant, la bactérie ayant gagné du terrain et provoqué une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée. Luna a sombré dans un état critique, mais après de longs mois et de multiples perfusions d'antibiotiques, elle finira par surmonter l'infection. Alléluia. Luna Sky a eu la chance d'être traitée correctement et à temps, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de femmes. Au cours de ces dernières années, on tombe sur des cliniques, pour arrêter de nous prendre pour des cons, qui proposent des packaging, liposuction, augmentation mammaire, prothèse aux fesses, tout ça pour la modique somme de 1000 €. Alors, faudra m'expliquer comment c'est possible. Perso, moi, je ne suis pas dupe. Enfin, je sais pertinemment que c'est un piège et que si c'est un prix aussi minime, c'est qu'il y a forcément une douille. Mais malheureusement, t'as un nombre incommensurable de femmes qui sont tellement mal dans leur peau qu'elles seraient prêtes à faire n'importe quoi, quitte à y laisser leur vie pour avoir cette morphologie, cette silhouette qui pullule nos For You page sur Instagram et TikTok. Des fois, c'est mieux d'être broke, de pas avoir d'argent pour faire ces opérations, parce qu'au moins t'auras pas de problème. Ok, Dame Nature t'a donné ton corps comme ça, soyons tous broke. La morale de l'histoire. C'est le sujet qui fait parler en ce moment sur Instagram, TikTok, Twitter, tout ce que tu veux. Pourquoi les BBL puent le poisson pourri? Une odeur, mais une odeur vraiment qui pue tellement qu'elle imprègne les vêtements et que des filles se retrouvent obligées à se trimballer avec du Febreze dans leur sac à main. D'où ça vient? L'affaire a vraiment explosé en avril 2025 à la suite d'un témoignage d'une TikTokeuse américaine connue sous le pseudo de Kay Montana. Dans une vidéo choc vue des millions de fois, Kay raconte que son BBL lui a littéralement gâché la vie par l'odeur pestilentielle qu'il dégageait. Son petit ami lui répétait qu'il sentait une odeur horrible émaner de ses fesses et qu'il n'en pouvait plus. Au début, Kay pensait qu'il exagérait car il était opposé à la chirurgie et peut-être un peu jaloux de son popotin. Facebook, it was like a support group. Different women that got it, that's in relationships, just for, you know, to talk about it. So a lot of women in the group was pretty much saying, when you get it, your boyfriend is going to be jealous, so just keep it out on that. So when he was telling me it was smelly down there, I was going to the group saying, he's saying it's smelly down there. They was basically telling me to ignore him. He's jealous, but he'll eventually come around. Mais non, l'odeur était bel et bien réelle. Ça puait, vraiment. Elle avait beau laver ses habits, mettre du parfum, du déodorant, tout ce que tu veux, elle puait. Elle raconte qu'elle était obligée d'amener du désodorisant dans son sac à main pour désinfecter la scène. Finalement, cette situation a eu raison de son couple, tellement ça posait des problèmes dans son couple avec son mec, qui se sont séparés. C'est une dinguerie. Mais qu'est-ce qui lui est réellement arrivé? En fait, elle explique que sa propre opération a mal cicatrisé, les points d'entrée de la canule d'injection ne se refermaient pas bien et un liquide s'en échappait sans cesse. Elle devait mettre des compresses en permanence pour absorber les écoulements. Une plaie qui se referme pas, c'est ni plus ni moins qu'une porte ouverte aux bactéries et à la putréfaction. Donc l'odeur nauséabonde de chair en décomposition correspondait probablement à du tissu nécrosé ou du pus qui s'accumulait.
Et ça qu'on soit bien clair. Un BBL qui est bien réalisé, bien traité, où on respecte vraiment chaque étape pour la cicatrisation, ne pue pas. Si tu pues du huc, c'est qu'il y a un problème. En conclusion, oui, le BBL qui pue, ça existe, c'est pas une légende urbaine. Ça ajoute clairement un argument de plus dans la balance bénéfice-risque de cette opération parce que au-delà du danger vital, c'est-à-dire que tu peux littéralement clamser sous le bistouri, il y a aussi la possibilité d'aboutir à une situation plus que handicapante dans la vie de tous les jours où tu pues du cul, où tu peux pas avancer normal dans la rue sans qu'il n'y ait un nuage vert qui pue avec des mouches tout autour de toi. Bref, on est très très loin de l'image de glamour escomptée. Mais alors, pourquoi autant de meufs veulent faire une BBL? Peut-être parce que tout le monde n'est pas au courant de ces réalités. Les influenceuses exhibent fièrement leur nouvelle silhouette, beaucoup plus rarement leurs drains, leurs pansements pleins de sang ou leurs ordonnances d'antibiotiques. Il ne s'agit pas du tout de juger celles qui ont fait ce choix parce que la pression des fois est telle qu'on peut comprendre ce mal-être et ce désir de correspondre à l'idéal du moment. Faut pas oublier que chacun est libre de disposer de son corps. Mais cette liberté n'a de sens que si elle s'exerce en connaissance de cause. Si, après cette vidéo où je t'ai exposé tous les dangers, et encore, je suis même pas allée dans les détails parce que ça aurait duré une plombe, tu décides tout de même de prendre rendez-vous et d'aller te faire un BBL, en ton âme et conscience, pas de soucis. La conclusion qu'on peut tirer de cette vidéo, aucune mode, aucune attente sociale ne devrait te pousser toi à risquer ta propre vie pour te conformer au canon de beauté. Parce que comme j'ai dit à plusieurs reprises précédemment, la mode se démode. Le corps qui est à la mode aujourd'hui pourra être démodé et détesté de tous dans quelques jours.